Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo sur MS-DOS, je vous fais une petite vidéo sur les différents caches qu'il y a sur MS-DOS. Parce que oui, MS-DOS de base vient avec différents caches, c'est juste qu'ils ne sont pas activés par défaut, à moins que votre installation MS-DOS le requiert, comme par exemple quand vous installez Windows, parfois ça peut activer ou désactiver certains caches. Donc, de base, ils ne sont pas activés sous MS-DOS, il faut que vous les activiez par vous-même. Donc, le premier cache que je vais vous parler, il s'agit de FastOpen. Oups. Bien sûr qu'il n'y a aucune concordance trouvée. Oups. FastOpen, voilà. Donc, le FastOpen, je vais vous lire un petit exergue qui a du manuel de référence de Microsoft MS-DOS, qui est un manuel très complet sur MS-DOS. Donc, le programme FastOpen peut accélérer l'accès aux fichiers et aux répertoires. Il maintient également en mémoire un journal de l'emplacement des fichiers et des répertoires ouverts, ce qui accélère de manière significative les accès ultérieurs à ces fichiers. FastOpen est particulièrement effectif si vous utilisez des programmes qui ouvrent et ferment très souvent de nombreux fichiers, tels que les bases de données. Donc, voici pour le petit exergue du livre MS-DOS. Donc, FastOpen s'occupe de mettre en cache les répertoires, les fichiers qui sont fréquemment utilisés. Donc, comment on utilise ça? Avant de l'utiliser, déjà, il faut regarder les problèmes qu'il y a avec FastOpen, parce que FastOpen n'est pas le meilleur cache, disons. C'est un cache qui est très rarement utilisé. D'ailleurs, je ne vous conseille pas de l'utiliser, vu que de toute façon, il y a trop de paramètres qui font en sorte que vous ne pouvez pas l'utiliser, en fait. Comme par exemple, vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire un défrag, donc pas de défragmentation avec FastOpen. Il faut que vous désactiviez FastOpen au démarrage. Et vous ne pouvez pas l'utiliser avec Microsoft Windows. Donc, tant qu'à y être, n'utilisez pas FastOpen, mais si vous êtes sur un 8088, 8086 ou 286 et que vous n'avez pas Windows, eh bien, ça peut être utile de l'avoir vu que ces machines-là ont des disques durs très lents. Donc, on va quitter et on va aller dans le config.sys. Donc, pour installer le FastOpen sur, pas sur, mais dans le config.sys, on inscrit install égale c /arrière dos /arrière FastOpen.exe. On inscrit le disque dur qu'on veut avoir FastOpen. Donc là, je vais avoir FastOpen sur le disque C. Et on fait égal. Et là, par exemple, vous avez un disque dur de 40 mégaoctets, vous faites 40. Donc, bien entendu, plus le chiffre est élevé, plus ça va utiliser de mémoire conventionnelle. Vu que c'est dans le config.sys, on ne peut pas charger... Oups, j'ai fait une faute. Voilà, install. J'ai vu qu'on est dans le config.sys, on ne peut pas charger les EXE en mémoire supérieure. Donc pour ce faire, il faut aller dans le config.sys. Mais avant d'aller dans l'auto-exe.bat. Mais avant d'aller dans l'auto-exe.bat, si vous avez de la mémoire paginée, vous pouvez faire /X et là FastOpen va être mis dans la mémoire paginée. Mais vu que moi j'utilise un 386 avec que du XMS sur toute la mémoire étendue, eh bien j'ai pas de mémoire paginée. Donc on va quitter, on va pas sauvegarder, on va aller dans l'auto-exe.bat. Donc maintenant, dans l'auto-exe.bat, pour charger FastOpen, on refait la même. Donc c'est
deux points, barre oblique arrière, DOS, barre oblique arrière, fast open, EXE. Vous pouvez faire bien entendu barre oblique X si jamais vous voulez, si jamais vous avez de la mémoire paginée. Moi j'en ai pas. Et on inscrit C deux points égale par exemple 30. Si vous inscrivez rien, par exemple vous inscrivez que fast open, MS-DOS va mettre par défaut 34. Donc c'est comme si ça écrivait C deux points égale 34, mais vous ne l'avez pas écrit, ça se fait automatiquement dans MS-DOS quand vous chargez fast open sans paramètres. Mais là, comme je vous ai dit, ça prend de la mémoire conventionnelle fast open. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fonctionne sur les vieilles machines, vu qu'il n'utilise pas de trucs spécifiques au 386. Donc, pour charger fast open en mémoire supérieure, donc dans les UMB, on fait LH pour load high, c'est l'abréviation, donc voilà. Et là, fast open va être chargé en mémoire supérieure. Donc, si je fais quitter, on enregistre et que je fais MEM, vous pouvez voir qu'on a 140 kilooctets de libre pour 622 kilooctets de mémoire conventionnelle. Ben, de mémoire supérieure libre pour 622 kilooctets de mémoire conventionnelle libre. Si je fais CTRL-ALT supprimer, vous pouvez voir qu'on a moins d'espace, je crois que c'était 142. Et voilà, donc oui, on a perdu 4 kilooctets à lui demander de d'avoir 30 espaces pour le cache. Donc je vais retourner dans AutoEXE, je vais supprimer la ligne. Voilà. Donc, le prochain cache, lui, c'est un cache qui vient de très loin dans l'histoire de MS-DOS. C'est le buffers. Donc, buffers, vous l'avez ici dans l'aide. Donc, ça va surtout être utile pour les 8088, 8086 et 286. Vu que ces ordinateurs-là ne peuvent pas lancer vraiment Smart Drive, ben peut-être les 286 peuvent lancer Smart Drive, mais je suis pas sûr là-dessus. Voilà. Mais vous avez la bonne vieille commande buffers. Donc buffers, comme vous pouvez voir, il est inscrit, ça se charge dans le config.6. Et ben voilà. Donc si on descend, vous pouvez voir si on a la syntaxe, donc buffers égale nm. Donc n spécifie le nombre de mémoire tampon du disque et m spécifie le nombre de mémoire tampon du cache secondaire. Donc ici, j'ai une petite description du cache secondaire, donc si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ce que c'est. Donc, il peut être utile de disposer d'une mémoire cache secondaire, parfois appelée cache secondaire, si vous n'utilisez pas Smart Drive. MS-DOS enregistre une partie des informations du fichier traité par le programme en cours d'exécution dans le cache secondaire. Lorsqu'un programme demande certaines parties d'un fichier enregistré sur disque, MS-DOS fournit les informations requises. S'il existe un cache secondaire, MS-DOS y enregistre la suite du fichier. Lorsque le programme demande à nouveau ces informations au disque dur,
MS-DOS les fournit directement à partir du cache, ce qui est plus rapide. Le cache secondaire améliore surtout les performances des programmes de traitement de texte et des compilateurs. Il peut également accélérer le chargement des programmes. Donc, c'est une petite description du cache secondaire. Et vous avez maintenant un meilleur aperçu de quoi il sert. Donc, vous n'êtes pas obligé de le mettre. D'ailleurs, on va maintenant passer dans la partie inconvénients. C'est pas vraiment des inconvénients, mais il est recommandé de ne pas utiliser buffers avec si vous avez Smart Drive, comme j'ai pu vous lire dans le petit extrait. Donc, si vous avez Smart Drive, le seul paramètre que vous allez entrer, ça va être le N. Donc, on va quitter. Donc, Edit. Non, c'est dans le config.6, pardon. Config.6. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai buffers. Si vous avez un 8088 ou un 8086, ou un PC qui n'a pas Smart Drive, vous pouvez entrer par exemple buffers égale 30 ou plutôt 20,8. Donc ça c'est la mémoire tampon, puis ça c'est le cache secondaire. Le cache secondaire, habituellement vous le mettez à 8 et rien d'autre. Mais comme je vous ai dit, là on a Smart Drive de charger. Donc tout ce qu'on va mettre, ça va être buffers égale 10. Pourquoi on va le mettre? Pour des raisons de compatibilité. Certains logiciels fonctionnent avec buffers et il faut donc réserver quelques buffers pour que le programme fonctionne. Donc si on inscrit buffers égale 10, il n'y aura pas de cache secondaire utilisé et vous allez sauver un peu de mémoire bien entendu. Donc voilà. Donc ça c'est pour la commande buffers. Bien, donc nous voici maintenant à la troisième partie de la vidéo qui est avec ce bon vieux Smart Drive. Donc je dis bon vieux, mais Smart Drive c'est le cache le plus récent qui a été ajouté dans MS-DOS. Voilà. Mais je vais donc vous montrer un peu l'aide qu'il y a avec Smart Drive. Donc, Smart Drive c'est une anti-mémoire. Ou un cache si vous préférez. Les deux, c'est des synonymes. Le terme correct, ce serait techniquement anti-mémoire, mais bon. Je vais utiliser les deux en alternance et en tant que synonyme. Donc, je vais ignorer la partie double tampon parce que c'est compliqué à vérifier. Et de toute façon, si jamais votre matériel le supporte, je crois que Windows rajoute le double tampon automatiquement. Donc, c'est pas utile de l'avoir si Windows ne le met pas en fait. Donc, voici le Smart Drive, donc l'anti-mémoire la plus récente pour MS-DOS, qui elle est un peu différente puisqu'elle a deux prérequis, dont un qui est optionnel, mais vous allez voir que le deuxième prérequis est quand même assez utile à avoir. Donc, il faut que IMEM.6 soit chargé. Donc, si c'est pas chargé, ben, vous n'aurez pas accès à la mémoire étendue. Donc, ben voilà. Et vous aurez besoin aussi de EMM386.exe. EMM386.exe fait en sorte que Smart Drive va être chargé au démarrage, à son lancement, sera chargé dans la mémoire supérieure. Donc, bien entendu, EMM386.exe est optionnel, mais avoir Smart Drive qui prend 28 kilooctets de mémoire conventionnelle, c'est beaucoup. Donc, je vais vous montrer. Edit, config.6. Je vais désactiver EMM386.exe. On va redémarrer. Et si je fais même
/c/p, vous pouvez voir que maintenant tous nos programmes sont en mémoire conventionnelle, ainsi que Smart Drive qui utilise 28 kilo-octets, ce qui est énorme. Donc, on va remettre mm386.exe. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer un petit truc avec Smart Drive. C'est la recommandation de la taille du cache. Donc, comme vous pouvez voir ici, la première colonne, c'est la mémoire que vous avez sur votre ordinateur. La deuxième colonne, c'est la taille du cache à son initialisation. Et la deuxième colonne, c'est la taille du cache quand on utilise Windows. Si vous utilisez Windows, vous n'aurez pas besoin de la deuxième colonne, mais si vous utilisez Windows, vous risquez d'avoir besoin de la deuxième colonne. Donc, moi, mon système a 8 mégaoctets, ce qui est donc 6 mégaoctets ou davantage. Donc, on va aller dans l'autoexe.bat. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait pour Smart Drive. Donc, dans Smart Drive, on a plusieurs options. Je vais vous en montrer quelques-unes. Vous pouvez voir ici, on a A- et B-. Donc ça veut dire que le cache est désactivé pour le lecteur A et le lecteur B. Sinon, vous pouvez aussi mettre /X. /X, lui, ça désactive l'écriture en différé. Donc ça veut dire que tous vos lecteurs n'auront pas le cache en écriture. Donc moi je le désactive, mais si vous voulez faire en sorte que votre ordinateur écrit toujours instantanément sur le disque dur et que ça passe jamais par le cache pour éviter de perdre des données, eh bien vous pouvez faire ça. Il y a aussi /U qui désactive le cache CD-ROM. Et il y a ensuite la taille du cache. Donc, vous pouvez voir, j'ai mis 2048 et 2048. Donc, 2048 mégaoctets pour l'initialisation de l'antémémoire et 2048 mégaoctets une fois que je suis sur Windows. Et ensuite, vous pouvez faire un petit /V pour verbose pour avoir des informations. Donc, on va enregistrer. CTRL-ALT supprimer. Et là, je devrais avoir un petit message avec Smart Drive. Et voilà, vous pouvez voir, on voit ici l'état du cache pour le disque C, qui est le seul disque auquel j'ai activé ça, vu que le lecteur CD-ROM n'a pas été chargé. Donc, la dernière commande que je vais vous montrer, c'est smart drv /C. Ça, c'est écrit tout ce qu'il y a dans le cache sur le disque dur. Donc, si vous voulez, par exemple, éteindre l'ordinateur et que vous n'êtes pas sûr si le cache a été vidé, vous tapez smart drive /C et ça va vider le cache sur le disque dur. Donc, je crois que j'ai pas mal fait le tour. Donc, je vais juste retirer ça ici. Voilà. J'ai plus besoin de Fast Open. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc, je vous ai parlé de tous les caches. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Et à la prochaine.